D'un triste anniversaire, 13 novembre 2025 et 13 novembre 2015, il y a 10 ans, une vague d'attentats s'abattait sur Paris et Saint-Denis, récit d'une soirée d'horreur avec les chroniqueurs du soir qui pour la plupart étaient au stade, assistaient au match, au Stade de France, assistaient au match France-Allemagne. Le Stade de France, ce soir, la première cible de cette attaque terroriste avant la fusillade. Rue Bichat dans le 10e arrondissement, et puis au Bataclan dans le 11e arrondissement de Paris. Bilan au Stade de France, il y a eu un mort, bilan au total 132 morts au total dans cette nuit d'horreur. On va commencer par Bernard. Vous étiez au Stade de France, mais plutôt dans la tribune supporter, pas la tribune de presse. Racontez-nous votre soirée. J'ai eu la bonne idée, c'était la seule fois de ma vie, je me suis retrouvé tribune H, porte H. Parce que je ne travaillais pas, j'étais allé voir le match avec un ami. On est arrivé un petit peu à la bourre au stade et on s'est assis. La première bombe, elle nous a explosé sur notre côté gauche. Et la deuxième a explosé juste derrière nous, avec un souffle incroyable sous les jambes. J'ai cru que le toit nous était tombé sur la tête. Parce qu'on a l'impression à la télévision que c'est pas impressionnant, mais quand tu es dans la tribune, c'est très impressionnant. Et je serais éternellement reconnaissant au monsieur, là, le responsable des stadiers, qu'on a vu un petit peu après dans les médias, à qui je dois la vie. Tout simplement. Ben oui, parce que si il n'avait pas repéré le terroriste et qu'il n'avait pas tout fait pour l'empêcher de rentrer, il serait rentré dans la tribune H, parce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs que dans le Stade de France, en fait, la porte H, ça donne en face de la tribune présidentielle, au-dessus, il y a aussi des tribunes de presse, et qu'en fait, l'idée, c'était de se faire exploser aux yeux du président de la République française, et aussi d'Angela Merkel, la chef à l'époque de l'Allemagne. Et ce monsieur, que je ne connais pas, j'ai pas eu le plaisir de rencontrer, mais que je remercie encore publiquement parce qu'il m'a sauvé la vie. Vous, Thomas, vous étiez également au Stade de France, présent. L'idée de la détonation, au début, vous n'avez pas cru que c'était une bombe? Moi, c'était impensable, en fait. Oui, bah oui. J'ai dit, OK, que grosse bombe à bricole, comme moi, je vais souvent au Vélodrome, il y en a, ça fait du gros bruit. Là, c'est vrai que c'était, pour rejoindre Bernard, très, très fort. Surtout la deuxième. Mais moi, je suis totalement absorbé par le match, en fait. Totalement absorbé par le match. Et en fait, j'ai un ami qui travaillait à l'AFP qui m'envoie la brève. Donc, très rapidement, en vrai, dans le bloc, moi, j'étais à gauche de la tribune presse, dans l'angle, dans le virage. Et en fait, c'est le seul endroit où ils avaient ouvert la sortie du stade à la fin du match. Moi, j'étais à ce niveau-là. Et il me dit, il y a des explosions, machin, ça parle d'attentats, mais moi je fais fi de tout ça. Je me dis, c'est pas possible, ça va pas être là, dans un stade de foot, il y a de la sécurité, il y a de la police partout, ça n'arrivera pas ce truc. Il y a toujours un effet de sidération. But de Gignac, oui, c'est Gignac qui marque le deuxième but, ça fait 2-0, j'étais trop content, j'ai mis Gignac, il dit, bonne soirée. Et puis je voulais, comme je l'expliquais au chef d'aide, je voulais rentrer de manière assez naïve. Ah, ben on va revenir vous voir. Ça pas de souci. Le stade, la détonation était. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Incroyable. On donne la main à Philippe et Vincent. Alors Philippe, grande voix RTL, vous commentez le match. Vincent, donc vous résumez le match le lendemain dans l'équipe. Je lis le résumé, l'attaque de votre article le lendemain. Personne n'a su. En tout cas, pas vraiment, pas tout de suite. Voilà, ça a été une sorte de diffusion de l'information, de ce qui se passait devant le parvis et puis dans Paris. On l'a su à la mi-temps. En fait, à la mi-temps, comme à chaque fois, je suis allé à RTL, comme disait Paco, comme le veut la tradition. Comme le veut la tradition. Voilà, on allait faire un petit débriefing de la mi-temps. Et donc, je vais à RTL et puis je me chope un peu avec un stadier, ce qui peut arriver, etc. et tout. Qui vous interdit les accès, non? Oui, enfin, qui ne voulait pas que je reste dans l'escalier, ou je ne sais pas quoi, enfin bref, une bêtise, mais qui me dit, on a des trucs plus graves à régler. Plus graves à gérer, à régler, il y a des attentats dans Paris. Et en fait, c'est lui qui m'annonce ça, parce qu'à ce moment-là, si on l'avait su, on n'aurait pas fait le débrief à la mi-temps sur RTL, et RTL aurait basculé encore plus tôt, donc on ne le savait pas encore exactement. Et au même moment, on a regardé en surplomb, le président Hollande est parti, il y a eu un mouvement de foule depuis la tribune présidentielle, et au même moment, ils nous ont empêchés de sortir du stade et des tribunes. Philippe, vous commentez le match en direct sur RTL. À partir de quand vous cessez, on va dire, le commentaire classique et vous devenez une sorte d'envoyé spécial pour une antenne c'est simple en exclusive. Fait, c'est qu'effectivement, on commence à avoir des bribes d'informations. Et nous, dans une publicité, justement avant la mi-temps, on nous prévient dans le casque qu'on va
très vite prendre la main, enfin qu'un journaliste va prendre la main à la rédaction, parce qu'il est en train de se passer des choses graves et attentats, mais c'est encore extrêmement diffus. Et là, c'est le moment, en fait, le moment que décrit Vincent, c'est le moment où moi je quitte le poste de commentateur pour aller voir justement ce qui se passe à la mi-temps. Et je croise les doigts, j'espère que ce sera la seule et unique fois dans ma carrière. Je ne reverrai pas le poste commentateur parce qu'en fait, je ne commente que la première période. Et ensuite, je reste à l'extérieur pour faire des directs, pour raconter ce qu'on est en capacité de voir en fait du bord des tribunes sur la scène en fait de l'attentat qui est assez lointaine mais qui commence déjà à être sécurisée. Et surtout, ce dont je me rappelle précisément, c'est un représentant de la préfecture en fait qui a un peu centralisé les journalistes et notamment ceux qui étaient en direct. Je me souviens qu'on était plusieurs des radios avec mes confrères de Radio France et tout ça pour nous dire voilà, pour l'instant, diffusez le moins d'informations possible, en tout cas autour de vous, parce que l'idée c'est de ne pas créer un mouvement de panique dans le Stade de France et qu'il y avait la volonté, c'est pour ça aussi que les informations arrivaient de manière assez diffuse, de gérer les réseaux télécoms aussi et de faire en sorte que les alertes arrivent le moins possible. Et on a vu que les gens qui sortaient du stade étaient essentiellement des Belges, des Suisses, des gens en fait qui avaient d'autres sources d'informations qui passaient mieux et qui commençaient à prendre peur. Ils ont baissé les fréquences. Ouais. Ils ont baissé les fréquences. Ouais, ils ont baissé les fréquences. Alors je ne vais pas dire sur quel réseau de téléphonie j'étais, mais il se trouve que la crèche de ma fille est rue Bichat, et moi j'habite là où il y avait les attentats. Mon voisin du dessus est un dessinateur, je ne dirai pas le nom, mais qui est très connu. Et quand j'ai reçu un texto et qu'on a dit, ils sont, alors ça ne vous parle pas, mais ils sont au McDo KGMAP, ils sont au petit Cambodge. Au petit Cambodge, ouais, il y a le carillon en face. Dans ma petite tête, je me suis dit, ils sont venus pour tuer mon voisin du dessus. Et j'ai envoyé un texto à ma femme qui venait d'accoucher pour lui dire, te mets pas devant la porte, mets-toi au fond, et le texto n'est jamais passé, quoi. D'accord. J'ai passé la deuxième période la plus longue de ma vie parce que j'étais convaincu, parce qu'il n'y avait aucun sens logique pour qu'ils viennent là, ils viennent taper là. En plus, le Carillon, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un bar très mélangé de quartier, très melting pot, donc il n'y avait pas de raison. On l'a su après, mais le McDo où en face, il y a la bonne bière, il n'y avait pas de raison non plus. Et ouais, j'ai passé la seconde période la plus longue de ma vie parce que j'ai jamais eu aucune nouvelle et je ne savais pas si ma femme avait reçu le texto et que je me suis dit, ils sont tellement capables de tout qu'ils peuvent se tromper d'étage et aller dessouder tout le monde dans l'immeuble. Dans la tribune, tu l'as ressenti, toi les gens autour de toi, toi personnellement, tu avais ton histoire que tu viens de raconter, mais autour de toi, moi, je n'ai pas senti de stress et de panique dans le bloc autour de moi. En vrai. Je ne citerai pas le nom, mais je le garderai très profondément au fond de moi et pas dans mon cœur. C'est que j'avais un confrère qui était assis à côté de moi, qui n'avait pas le même réseau de téléphone mobile, et qui lui a reçu le texto avant la mi-temps, et il a su ce qui se passait. Ouais, moi, pareil, c'est comme je disais. Et à la mi-temps, il est courageusement parti. Sans rien dire. Sans me dire, sans me prévenir. C'est bien. Alors que je venais de lui expliquer que c'était le Carillon, que c'était chez moi. C'est élégant, c'est bien. Voilà. Donc je ne l'oublierai jamais, ça. Beau mec, ouais. Thomas, suite de votre soirée, je crois que votre famille a paniqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'étais avec mon ex au stade, et moi, j'avais plus de batterie. Parce que dès que je vais dans un stade, je ponce ma batterie, et je sais que... Et elle non plus. Donc on n'a plus de batterie. Donc moi j'étais beaucoup avec les informations avec mon ami et tout. Et je sors, j'ai plus de batterie. Donc toutes les familles de France étaient devant les informations. Bien sûr. À ce moment-là, des familles qui connaissaient des gens qui étaient en terrasse, qui connaissaient des gens qui étaient au Bataclan, qui connaissaient des gens qui étaient au Stade de France. Et c'est vrai que moi, comme je te disais, moi j'ai pas connecté à ça tout de suite en fait. On va rentrer à la maison, je vais aller charger mon téléphone et puis tranquille. Et c'est vrai qu'en rentrant, je suis rentré très très tard, parce que moi en fait, je me suis pris le mouvement de foule dans la tronche en fait. Quand je suis sorti, je dis on va rentrer tranquillement. Pour ceux qui ne connaissent pas le Stade de France, moi j'étais donc dans un virage de l'autre côté, il faut remonter la plaine pour aller au RER. Je me dis je vais aller au RER, je vais rentrer chez moi. Et en fait, il y a ces détonations un peu bizarres sur le parvis du Stade de France, donc côté tribune présidentielle, côté tribune de presse. Côté, ouais. Voilà. Et ils ouvrent que cette partie-là du public pour sortir, pour orienter de l'autre côté où il y a eu les attentats, vers le métro 13, vers la basilique Saint-Denis, vers tout ça. Et donc il y a ces détonations, et je me prends le mouvement de foule dans la tête. Moi j'allais de l'autre côté, vers le RER. Donc à contre-flux. Et je vois un petit peu par-dessus, même si je ne suis pas très grand. Et là je connecte. Et là mon idée c'est de partir le plus loin possible. Donc elle était tombée, je l'ai ramenée avec le bras, j'ai souvenir d'avoir marché sur quelqu'un. Et là on ne connecte plus trop. Et je suis assez devant sur l'ouverture du stade. Et moi je ne veux pas rentrer dans le stade. Parce que, à la base, je trouvais que c'était une très mauvaise idée. Parce que si quelqu'un est sur le parvis, rentre dedans comme tout le monde là,
mais ça va être une catastrophe. Donc mon idée, moi, c'est de partir, de courir, de marcher et de prendre un métro qui s'est situé hyper loin pour retourner chez moi, rentrer à la maison, brancher mon téléphone, voir que tu as 140 appels en absence. Et rassurer vos parents. Et rassurer tout le monde, qui est mon petit, moi, l'appel de mon petit frère qui pleure à 3h30 du matin. Oui. Ouais, on l'a encore, quoi. Étienne Moitié, on a passé une drôle de soirée ensemble parce que vous faisiez l'équipe du soir pour débriefer ce France-Allemagne. On a fait la mi-temps ensemble. La France, il me semble, de mémoire menée, mais en tout cas, c'est pas très important. Et puis Étienne, voilà, vous avez été rameuté par le journal pour écrire des papiers. J'ai lu vos papiers. Réquisitionné, pardon. Oui, bien sûr. Vous aussi, vous habitez un peu comme Bernard, un peu côté près de la rue Bichat. Racontez-moi les jours d'après, Étienne, voilà, après l'effet rémanent de ces attentats, de cette hyper-violence. D'abord, le soir même, si on se rappelle, il y avait quand même l'Euro 2016 qui était organisé en France. Et donc, ces attentats qui démarrent au Stade de France, évidemment, on se dit que la caisse de résonance que pourrait être un Euro organisé en France pour les terroristes qui se... déjà en train de viser la France, il y avait une inquiétude terrible. Donc on a beaucoup travaillé autour de ce thème-là et de tous les autres. Les jours après, d'abord, pour rentrer de Boulogne jusque là où Bernard et moi habitons, même si on n'habite pas complètement ensemble avec Bernard, mais on est vraiment voisins, très proches. Très très proches. C'est véritablement le périmètre où il y avait l'essentiel des attaques et des attentats, que ce soit le Bataclan, que ce soit les bars qui sont en bas de la rue du Faubourg du Temple, vers le canal, le Carillon juste derrière, etc. C'était des scènes absolument incroyables. Donc nous, vous étiez quand même transportés par espèce de sentiment d'effroi et de peur, en fait, qui restait aussi, de se promener dans Paris, de rentrer, moi, avec mon scooter jusque-là, sans savoir très bien ce qu'on pouvait encore éventuellement peut-être rencontrer comme danger. Voilà. Et les jours d'après, c'était un climat assez incroyable dans le quartier. Ce qui était incroyable, c'est que je revenais d'un reportage en Ukraine, et notamment de Madeleine Place, la place martyre de Kiev. Et tu te retrouves avec ces scènes transposées au pied de chez toi. Parce que moi, j'ai eu moins de chance pour repartir du Stade de France. Ça a été un parcours du combattant. Mais quand tu reviens, tu vois ton quartier qui est bouclé, il y avait l'armée, avec les camions qui barraient et des militaires qui mettaient en joue tout le monde avec les FAMAS pour pas que les gens s'approchent. Et derrière, tu avais des petites fourgonnettes de la mairie de Paris avec les employés qui balançaient la sciure de partout sur la rue pour éponger le sang. Et le lendemain, pour pas garder ce traumatisme en soi, j'ai pris maman sous le bras, ma fille sous l'autre, et j'ai dit on va aller manger au restaurant. Et quand tu sors dans la rue, il faisait très très froid en plus, c'était glacial, donc c'est un silence de mort, si je peux m'exprimer ainsi. Il n'y avait personne dans Paris. Et l'odeur du sang et l'odeur de la mort dans le quartier, c'était un truc de dingue. Et on est allé devant la Bonne Bière, où à côté il y avait un lavomatique. Et ils n'ont pas rafalé, mais ils ont pas fait que viser les gens, les terroristes. Et je me garderai ça dans ma tête toute ma vie. C'est le hublot d'une machine à laver qui avait reçu une balle et qui avait implosé. Et là, j'ai vraiment une pensée pour les gens qui avaient pris des balles. Il y a eu beaucoup de victimes, mais il y a aussi tous ceux qui ont été blessés. Tu prends une balle comme ça de guerre dans un genou ou dans une hanche, t'es détruit, quoi. Demain, l'équipe magazine sort, Dan Carter est en couverture. Si je fais cette petite promo, ce petit coucou à nos collègues de l'équipe Mag, c'est à l'intérieur. Il y a un exceptionnel récit d'une des victimes du 13 novembre. Il était rugbyman, il s'appelle Aristide Barrault, il est toujours en vie, un récit d'une extraordinaire métamorphose. C'est un article signé d'Alexandre Bardot. Et puis pour les plus impatients d'entre vous, vraiment l'article est vraiment magnifique. Cet article est déjà disponible sur le site L'Équipe, à la case Explore, le grand reportage. Vous pouvez aller le consulter, vraiment une émotion garantie. Le Minuit Info.